Permettez-moi de vous présenter nos invités pour une table ronde entièrement consacrée à toutes ces questions des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de la réalité mixte. Jean-Jacques Avran, bonjour, merci, bienvenue. Vous êtes président de l'Ordre des médecins de Paris. Bonjour. Vous avez à vos côtés Charles Calestroupa. Bonjour. Charles, vous êtes directeur secteur public Microsoft France. Tout le monde aura reconnu le professeur Thomas Grégory derrière son masque. Et nous allons accueillir également dans quelques instants, je l'espère, le professeur Gaillard, qui est chercheur en neurosciences, professeur en psychiatrie et qui va nous rejoindre donc en direct de son bureau. Il est à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Alors justement, professeur Thomas Grégory, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je me tourne vers vous pour lancer cette table ronde. Quels sont les apports réels de la réalité mixte dans la chirurgie aujourd'hui? Eh bien, on sait tous qu'on est dans la troisième révolution industrielle, celle de l'information et de la communication. Elle a commencé dans les années 70 et elle s'amplifie de façon exponentielle avec des accélérateurs, Internet, le smartphone, maintenant c'est l'IA, et elle a transformé tous les corps de métier. Emmanuel, si vous oubliez un matin votre téléphone, vous n'allez pas passer la journée sans votre téléphone. Je fais demi-tour. Vous faites demi-tour et vous allez le chercher. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent, le chirurgien, lui, il était exclu de cette révolution lorsqu'il était au bloc opératoire, parce qu'il est habillé de façon stérile. Et donc, il ne peut pas manipuler un ordinateur, une tablette, un smartphone. Pourquoi vous allez chercher votre smartphone ? Évidemment parce que ça vous donne un contact social avec des gens que vous aimez bien, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'applications et que ces applications, elles vous simplifient la vie, elles vous permettent de trouver toutes les informations dont vous avez besoin en temps réel. Eh bien, la réalité mixte et ces HoloLens, grâce aux capteurs d'intelligence artificielle, on peut manipuler cet ordinateur sans avoir à toucher quoi que ce soit. On manipule un clavier virtuel, on interagit avec l'ordinateur par commande orale ou par commande gestuelle. Donc c'est un petit peu actuellement le smartphone du chirurgien, celui qui lui permet de rentrer dans cette révolution de l'information et de la communication, celui qui lui permet de trouver toutes les informations dont il a besoin en temps réel pour ne jamais être dans une situation d'échec. Donc ça, c'est le vrai bénéfice actuel que l'on expérimente au quotidien, dans mon service, en l'utilisant de façon systématique. Évidemment, il y a en plus un potentiel à moyen terme et un potentiel à long terme. Un potentiel à moyen terme, d'abord, c'est la capacité de pouvoir extraire des modèles 3D et d'utiliser les lunettes comme un système de guidage chirurgical. À partir des lunettes, on peut modéliser, par exemple, le contour de votre épaule, Emmanuel, et si les lunettes sont capables de modéliser le contour de votre épaule, elles sont capables également de faire correspondre l'hologramme qui correspond à l'imagerie préopératoire, et du coup, votre corps devient transparent. Et donc, on peut naviguer, être précis lorsqu'on réalise une intervention chirurgicale sur votre épaule. Et enfin, lorsque vous avez un tel système, un tel hardware, le système lui-même est capable de récupérer des informations. Il est capable de récupérer des informations sur la chirurgie, également sur le chirurgien. Et c'est ce système captant des milliers et des milliers d'images chirurgicales qui vont pouvoir être analysées dans des logiciels d'intelligence artificielle. Et ces logiciels d'intelligence artificielle vont pouvoir par la suite restituer ces informations pour guider le chirurgien de façon encore plus précise vers l'acte chirurgical parfait et vers un acte patient spécifique. Donc le potentiel, il est immense. Alors Charles Calestroupa, Thomas vient de dire beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, mais vous avez forcément d'autres choses à apporter sur cette thématique. Le rôle de l'IA par rapport donc, à tout ce que vient d'énumérer Thomas, et donc plus largement son rôle dans la médecine, de votre point de vue à vous, celui de Microsoft. Je vais rebondir sur l'exemple que vient de prendre le professeur Thomas Grégory. En fait, une lunette de réalité mixte, c'est derrière cet outil, il y a la partie immergée de l'iceberg avec une grosse capacité de calcul qui est hébergée dans le cloud, avec des outils d'intelligence artificielle, vous l'avez mentionné, avec des outils comme par exemple ce qu'on appelle le computer vision, qui est justement cette intelligence qui permet
de partir de ce que le chirurgien voit à travers ses lunettes, d'analyser son champ de vision et de superposer la modélisation, par exemple, d'un os ou de la zone à opérer avec la réalité que le chirurgien voit pour voir ce que les yeux ne peuvent pas voir, pour reprendre votre expression. Donc en fait, l'IA, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la puissance de calcul qu'il y a derrière ces outils tels que HoloLens. Autre exemple pour sortir un petit peu de l'orthopédie, en radiothérapie, donc lutte contre le cancer, et dans le domaine de l'imagerie médicale. On a un projet chez Microsoft, avec Microsoft Research, qui s'appelle Inner Eye, et qui en fait est un projet qui nous permet d'automatiser, d'assister le médecin dans la définition de la zone cible. Quand on mène une opération de radiothérapie, c'est important je ne suis pas médecin, mais je vais essayer de l'expliquer correctement, c'est important de projeter les rayons sur les zones cancéreuses et de préserver les zones saines qui sont autour. Eh bien, l'intelligence artificielle, si on l'entraîne avec des moteurs de type deep learning, si on l'alimente avec des cas réels, permet de faire, alors pas mieux qu'un chirurgien, on atteint le même niveau de fiabilité, de précision, mais par contre on va 10 fois plus vite avec des méthodes d'intelligence artificielle, ce qui permet au médecin de passer plus de temps avec son patient. Alors le professeur Gaillard vient de nous rejoindre. Professeur, merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chercheur en neurosciences, professeur en psychiatrie et vous officiez à Sainte-Anne, d'où vous nous appelez, j'imagine. Tout à fait, ce qui me donne le privilège de ne pas porter de masque. Cette intelligence artificielle dont on parle, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? C'est-à-dire surtout quelles sont ses limites, limites hautes, limites basses, dites-nous un peu. Alors je pense que c'est important effectivement de le préciser. Parce qu'on est là pour parler de progrès technologiques qui sont vraiment stupéfiants, qui peuvent apporter beaucoup à la médecine, mais ça suscite aussi des fantasmes qui peuvent freiner l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc je crois que d'emblée, il faut distinguer ce qui relève de l'IA dite faible et de l'IA dite haute. En substance, l'IA faible, c'est celle qui permet de répondre à une expertise donnée. Par exemple, on a donné des exemples là sur la radiothérapie, mais on pourrait donner l'exemple de la reconnaissance de tumeurs cutanées. On peut entraîner un algorithme de sorte qu'il reconnaît si un névus, un grain de beauté, est cancéreux ou pas, et cet algorithme le fait mieux que des dermatologues très entraînés. Donc c'est un progrès gigantesque, mais c'est de l'IA faible au sens où c'est une expertise technologique à un moment donné. À différencier de l'IA forte, en fait, ce serait nous, c'est-à-dire quelqu'un qui est doué d'intention, de conscience, de libre arbitre, si ça existe, de tout ce qui fait la décision d'un être, d'une intelligence dite supérieure. Et on en est très très loin de l'IA forte, et à certains égards, heureusement. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est d'intégrer l'IA faible comme un outil qui améliorera les soins, et pas de quelque chose qui remplace l'homme. Ça n'est pas, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, on a parlé de la mort, etc. Il suffit d'un virus tel que le Covid pour voir qu'on est loin du fantasme de l'immortalité. Et donc, on n'en est pas là, on en est juste à améliorer, et de façon spectaculaire, l'exercice de la médecine. Mais quand on écoute le professeur Thomas Grégory, et quand on écoute tous les chirurgiens orthopédistes qu'on voit à l'œuvre depuis le début de notre événement, on se rend compte à quel point pour eux, en tout cas dans leur discipline, c'est un support technique extrêmement puissant. Alors c'est un support puissant pour tous ces praticiens. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le vivre. Il arrive que certains se disent qu'à partir du moment où on augmente l'homme, on augmente le chirurgien par exemple, ça veut dire qu'avant ça, il était diminué. C'est plutôt amusant de se le dire comme ça. Ça veut dire que la technologie est vécue de façon prométhéenne, comme si elle caractérisait l'insuffisance de l'homme. Et en fait, c'est pas la question. En médecine, par exemple, quand l'imagerie est arrivée, ça a changé la chirurgie. Auparavant, un chirurgien devait ouvrir un corps pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur de ce corps. Aujourd'hui, avant même d'ouvrir ce corps, il sait ce qu'il va trouver dans ce corps.
Eh bien, de même que l'imagerie a changé l'exercice de la chirurgie, ce type d'outil, la réalité augmentée, d'une façon générale, de façon générique, je vais dire les algorithmes liés à faible, par exemple, ça va améliorer l'exercice de la médecine. Donc on a bien compris qu'il s'agit, c'est pas du tout de remplacer le médecin, hein, mais bien de l'aider. Une réaction au professeur Gaillard, Thomas. On sent chez vous, en fait, dans votre discipline, un besoin, une force, une nécessité de cet outil. Je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit le professeur Gaillard. Il l'a formulé de façon extrêmement claire, intelligible. Le smartphone ne remplace pas votre intelligence au quotidien. Et de la même façon, cet outil, ce smartphone du chirurgien ne remplace pas le chirurgien. En revanche, cet outil le rend plus performant dans un sens où il peut avoir accès il n'est plus tout seul au bloc opératoire. Et finalement, je pense que c'est un outil qui fait passer la chirurgie de l'ère de la chirurgie artiste à la chirurgie numérique. Et je me revendique comme un chirurgien numérique, celui qui a de la technologie pour lui permettre de standardiser et d'optimiser les interventions chirurgicales. Alors, professeur Gaillard, quand vous entendez le professeur Thomas Grégory dire qu'il est un chirurgien numérique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça me parle. La question, c'est comment le vivent les patients. Et je pense qu'il faut aussi, donc on a parlé des chirurgiens, on a parlé des médecins, on a parlé éventuellement de leur réticence à l'utilisation de ces nouveaux outils, ce qui sera balayé par le fait que les progrès et le bénéfice dans l'exercice de la médecine sera tel qu'évidemment leur utilisation s'imposera. Mais il faut aussi parler des patients. Et donc les patients, je pense que de leur côté, la crainte, c'est plutôt de perdre le contact humain. Alors le psychiatre que je suis, qui est donc un professionnel du lien social, y est forcément très attentif et je crois qu'il faut avoir cette vigilance. Mais là aussi, il faut les rassurer. Vous pouvez, je reprends l'analogie de Thomas Grégory, le smartphone va vous permettre de rechercher à peu près tout ce qui existe en matière d'essais cliniques sur la tumeur que l'on vient de vous diagnostiquer. In fine, la décision, elle est très complexe et il faut, je crois, la capacité d'appréhender l'ensemble des éléments qu'un cerveau humain, celui d'un médecin donc permet. Mais il faut aussi cet accompagnement parce que se faire opérer, se faire soigner, c'est une aventure humaine qui est pas simple et donc il faut garder cette humanité qui fait toute la force de l'exercice de la médecine. Nous ne sommes pas des ingénieurs de la médecine, nous sommes des médecins. Professeur Gaillard, vous restez avec nous. Je me tourne vers Jean-Jacques Avran. Jean-Jacques, vous êtes médecin généraliste avant tout, et là vous êtes au titre donc de président de l'Ordre des médecins de Paris. On parle du patient, ça tombe bien parce qu'il est quand même au cœur de vos préoccupations. Qu'est-ce que vous inspire ce début de conversation Tout à fait. autour de la chirurgie augmentée et de la place du patient? Moi, je voulais dire d'abord que le rôle de l'ordre, c'est d'abord d'accompagner cette révolution numérique qui se déroule devant nos yeux. Mais au fond, n'est-ce pas en permanence le rôle de l'ordre d'accompagner la médecine n'est-elle pas faite que de révolution? Aujourd'hui, on parle de numérique et je pense que le rôle de l'ordre est là justement pour accompagner les différentes évolutions et révolutions qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui au niveau de la pratique médicale. Cette règle déontologique et éthique qui s'impose à tous les professionnels de santé comprend à la fois la prise en compte du travail des professionnels, mais aussi la prise en compte des demandes des patients. Et bien évidemment, le rôle du patient est très important dans l'évolution et la prise en compte de cette évolution numérique. Et bien évidemment aussi, dans cette protection des patients et l'écoute des patients se pose le problème du secret médical, qui me semble être un pivot important de cette évolution numérique, puisque on voit bien que beaucoup de données sont stockées dans différents endroits et quel est le contrôle ? On peut se poser la question sur le contrôle de ces données. Il est facile de les contrôler, par exemple, si elles restent en France. Est-ce que si elles partent dans d'autres pays, on peut les contrôler de la même manière ?
C'est une question qu'on peut se poser. Et puis la question que peut aussi se poser l'ordre, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de révolution numérique, c'est de savoir comment est pris en compte la parole du patient, comment est pris en compte ce que disait Raphaël Gaillard tout à l'heure, c'est-à-dire ce lien très particulier qui existe entre le médecin et son patient, cette relation, cette humanité indispensable. Tout ça sont des questions sur lesquelles nous travaillons en permanence et qui doivent être en permanence dans le questionnement des praticiens, mais aussi des personnes qui travaillent dans cette révolution numérique. Alors, je me tourne vers vous, Charles Calestroupa. On parle de sécurité autour des données. C'est le moment d'en parler de votre point de vue à vous, c'est-à-dire Microsoft. Je rejoins tout à fait vos propos et l'absolue nécessité de traiter ce sujet de la sécurité des données. Et je dirais que c'est l'approche de Microsoft, c'est de mettre des moyens considérables pour garantir la sécurité de ces données par rapport à des attaques, typiquement. 2 chiffres, Microsoft investit 1 milliard chaque année dans la cybersécurité de ces plateformes. Et on a 3500 personnes qui travaillent à temps plein sur la cybersécurité. Donc ce sont des moyens qui sont considérables. Autre point, et ça rejoint également ce que vous disiez, c'est également important de bien comprendre les business models des acteurs. Microsoft a un business model qui n'est pas basé sur le fait de capter de la donnée et de les revendre, ou de revendre la compréhension, la connaissance qu'on a à partir de ces données. Microsoft est un acteur technologique. On vend des briques de technologie, et après, l'écosystème, les startups, les médecins vont créer des solutions métiers à partir de ces briques de technologie. C'est pas notre business model. Les clients, les patients restent propriétaires de leurs données. Et donc ça, c'est très important que ce soit clair et d'être transparent à travers à la fois des infrastructures techniques, les architectures, et puis des conditions contractuelles. Je voulais vous relancer un peu sur la technologie et sur l'avenir de cette technologie, Charles. On voit bien qu'aujourd'hui, pour Thomas, pour tous ces chirurgiens qui participent à l'événement de ces 24 heures de chirurgie holographique, que ces nouvelles technologies, elles sont là et ils ont envie de les utiliser. Alors, comment faire pour démocratiser l'accès à ces technologies? Parce qu'aujourd'hui, Thomas, concrètement, combien de chirurgiens dans le monde ont accès à ce casque HoloLens 2? Voilà. Pour l'instant, évidemment, on a un site pilote, pionnier. On est le premier site au monde où toutes les interventions chirurgicales sont réalisées, assistées. Mais c'est un peu le but de cet événement. Le but de cet événement, c'est de montrer qu'aujourd'hui, ce système, il est accessible partout dans le monde et pas simplement réservé à un site expert avec une organisation complexe. Je voulais rajouter également un point qui est qu'on est en train de vivre et je dis ça sous couvert de Jean-Jacques Avran, une transformation incroyable de la relation médecin-patient. Jusque dans les années 2000, on était dans l'héritage de la médecine grecque, où vous aviez un médecin, le sachant, et vous aviez le patient, et le patient n'avait pas le savoir, et donc il devait se fier au médecin. Avec cette révolution du numérique, le patient, il a accès aux données, il a accès à des données, et il est partenaire de son traitement, et il veut absolument être partenaire de son traitement. En chirurgie, comment fait-il pour être partenaire de son traitement quand il est endormi au bloc opératoire? Eh bien, ça se traduit par une confiance en la technologie. Et finalement, le principal moteur du numérique en chirurgie, je pense, c'est le patient avant tout. C'est le patient qui ne veut plus se fier au chirurgien artiste, il veut se fier à un chirurgien qui a une technologie qui lui permet de garantir un succès chirurgical et de minimiser le risque de complications. Donc moi, le message que je porte à mes collègues chirurgiens, il est assez simple, c'est que certains chirurgiens aiment la technologie, mais avant tout, les patients adorent le chirurgien qui a de la technologie. Et là, on a un système qui permet de démocratiser le numérique en chirurgie, puisqu'on n'est plus avec un robot chirurgical qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus d'1 million d'euros, et qui est donc accessible que par certains centres experts. On est avec un système qui n'est pas développé pour la médecine, on crée juste des applications pour la médecine, et qui est donc à un prix qui est accessible par tous les hôpitaux de France, de Navarre et du monde entier.
Alors Charles, comment démocratiser l'accès justement à ces nouvelles technologies, intelligence artificielle, HoloLens, pour avoir un maximum d'impact? Je pense que une des clés, c'est l'écosystème, sont les partenariats, c'est-à-dire que des acteurs comme Microsoft, on va créer encore une fois des plateformes de technologie avec des investissements importants, mais qui ne vont pas être dédiés au monde médical, qui vont être amortis sur des marchés beaucoup plus larges. Et donc, quand je parle d'écosystème, ce sont des startups, ce sont des acteurs spécialisés dans le monde de la santé qui vont venir imaginer avec nous, avec les médecins, avec les patients, avec les acteurs de la technologie, qui vont venir imaginer des solutions métiers clés en main qui vont donc pouvoir être adoptées beaucoup plus facilement par les professionnels du secteur. Et c'est dans la collaboration et l'intersection entre les disciplines, typiquement entre la médecine et l'informatique, c'est dans cette intersection que l'on trouve les solutions et qu'on peut effectivement généraliser. Et comment naît ce lien entre le monde de la santé et des grandes sociétés comme les vôtres? Comment il se fabrique, par exemple? Est-ce que le professeur Gaillard pourrait vous appeler demain? Bien sûr. Et si le professeur Gaillard vous appeliez demain à Microsoft, ce serait sur quel terrain? Ce serait pour essayer de développer quoi? Comment peuvent se passer ces échanges? L'éventail des possibles est infini, mais disons que, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une approche d'écosystème, de travailler ensemble, de laisser les spécialistes créer des solutions à partir de nos technologies. Et ça peut être des programmes de co-innovation. Ça peut être des programmes d'expérimentation commune. Il y a également un point qui est très important sur les formations. Donc tous ces éléments-là sont des sujets sur lesquels Microsoft est ravi de démocratiser des outils comme l'intelligence artificielle. Et donc la porte est grande ouverte pour toute discussion de ce type. Professeur Gaillard, je rappelle que vous êtes professeur en psychiatrie. Alors dans votre domaine à vous, quel est l'apport de ces outils? Quels peuvent être l'apport de ces outils et quelle présence déjà ils ont dans votre discipline? Professeur Gaillard, vous m'entendez? Ah, on a perdu le professeur. Ah si, ça y est. Vous voulez que je vous rappelle? Non, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai une toute petite coupure, désolé. C'est le fait de ne pas être sur le plateau avec vous. Ça a des inconvénients, mais je vous suis et donc je répondrai volontiers à l'invitation. Et donc, l'idée de solliciter Microsoft pour avancer. Alors, il se trouve que le champ de la santé mentale n'est pas du tout un territoire exclu de cette approche d'intelligence artificielle. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était nécessaire de rencontrer un être humain, un médecin, conforté par les machines, mais un être humain, parce qu'il faut être accompagné dans les difficultés de santé que l'on peut traverser pour X raisons. Mais ça ne veut pas dire que le psychiatre que je suis considère que son domaine est tout à fait étanche à ces progrès. D'ailleurs, je pourrais donner un exemple. Le dernier directeur du NIMH, le National Institute of Mental Health aux États-Unis, a, dans les suites de ses fonctions, qu'il a occupées pendant 14 ans, décidé d'occuper d'autres fonctions autour des apports du numérique en santé mentale. Et en fait, la santé mentale, ça s'y prête très très bien. Il y a énormément de choses à faire pour cultiver le lien social, pour maintenir le lien dans toute la période qu'on traverse et qui fait qu'au-delà de quelques ratés, je peux vous parler depuis mon bureau alors que vous êtes bien loin de moi. Eh bien, on peut, avec les outils du numérique, cultiver le lien social, on peut faire des diagnostics parce que notre regard en matière de santé mentale repose sur la perception d'un grand nombre de signaux faibles qu'il faut agréger, et ça c'est typiquement ce que des algorithmes d'IA faibles peuvent faire. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le champ de la santé mentale qui n'est pas du tout exclu de cette révolution. L'important c'est de garder quelques grands principes sur le fait que, quoi qu'il en soit, il faut qu'un médecin guide le patient dans les décisions de soins dont il fait l'objet, et d'ailleurs acteur, ça c'est un grand principe. Deuxième grand principe, il faut se donner les moyens de garantir l'exercice de la médecine, c'est ce qu'a rappelé Jean-Jacques Avran, c'est notamment la question du secret. S'il n'y a plus de secret, il n'y a plus de médecine. Et puis, troisièmement, c'est ne jamais tourner le dos au progrès technologique. Ça, on a toujours tort, en fait, quand on tourne le dos au progrès technologique. Il faut réaffirmer les principes, mais clairement aller vers ces progrès technologiques. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais vous demander à chacun un petit mot de conclusion. Et je vais commencer par vous, Jean-Jacques Avran.
On parlait tout à l'heure de la partie donc vraiment régulation, déontologie par rapport aux patients. Est-ce que vous avez une dernière question à poser ou simplement une conclusion à apporter sur cette question? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens d'entendre. J'ai entendu plusieurs choses qui m'intéressent beaucoup. C'est d'abord, le patient est un sachant. Oui. J'ai entendu aussi que la technique est au service du médecin. J'ai entendu aussi deux mots qui me semblent fondamentaux, qui sont la démocratie et l'accès le plus grand possible à cette nouvelle technique, et la formation. Et je pense que des journées comme aujourd'hui favorisent cette formation, et je crois que si on veut aller vers une démocratisation de cette technique, et qu'il faut absolument y arriver, c'est par de la formation et c'est par la prise en compte de tous les éléments qui, en gros, ont été cités ce soir, qui me semblent très importants. Alors, Charles Calestroupa, il vous a tendu une perche sur la formation. Ça fait partie de vos challenges, la formation? Je partage votre point de vue. Si j'avais deux mots à mettre l'un derrière l'autre, ça serait compétences numériques. Effectivement, je pense qu'avec ce qu'on vient de dire, on voit qu'il y a une nécessité importante de comprendre les enjeux. C'est comprendre la technologie, mais c'est aussi comprendre les enjeux par rapport aux patients, par rapport à l'impact positif que ces technologies ont sur l'exercice de la médecine. Et donc, la question, c'est comment on forme en formation initiale, comment on forme en formation continue, comment on accompagne les médecins dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Il y a des réponses, je ne vais pas développer, c'est une conclusion. Le numérique fait partie de la solution, puisqu'on a des solutions basées sur le numérique pour apprendre et pour généraliser, démocratiser davantage l'accès à ces technologies. Mais pour moi, c'est vraiment le cœur, ce sont les compétences numériques. Thomas, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que même le chirurgien numérique, il reste médecin avant tout. Et la relation médecin-patient, elle est au cœur de notre métier. Et je pense qu'elle restera au cœur de notre métier et elle doit absolument rester au cœur de notre métier. Alors, merci à tous. Merci, professeur Gaillard. On espère vous voir la prochaine fois en vrai, à nos côtés. J'espère aussi. À bientôt. Merci infiniment, Charles Calestroupa. Merci, Jean-Jacques Avragne. Alors, Thomas, on va vous retrouver au bloc à Avicenne. C'est la troisième partie de votre chirurgie. En quelques mots, cette troisième partie, vous nous la présentez, vous présentez l'équipe, vous nous dites un petit peu où vous en êtes? Eh bien, c'est presque la partie la plus importante. C'est celle du positionnement de l'implant sur l'omoplate. C'est celle qui va en fait conditionner le résultat fonctionnel de cette chirurgie. Et on a développé différents systèmes pour y arriver, qui allient le numérique, mais également des systèmes physiques assez innovants. Et voilà, je vous invite à la suivre. Juste avant parce qu'il nous reste encore une petite minute, donc je vais en profiter. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était autour de la nouvelle technologie HoloLens. C'était les premières lunettes en 2017. Là, c'est HoloLens 2. Donc, entre-temps, évidemment, vous avez eu l'occasion de bien roder ce casque numérique. Qu'est-ce qu'il apporte, ce nouveau casque, par rapport au précédent? Il faut faire un parallèle, par exemple, à celui du premier smartphone en 2007. On avait tous nos téléphones à boutons et lors de l'apparition du premier smartphone, on s'est demandé, mais attendez, à quoi ça sert un téléphone sans boutons sur lequel on peut avoir des applications à un téléphone? C'est fait pour appuyer sur des touches et pour appeler quelqu'un. On voit bien que, en fait, un smartphone est bien plus qu'un téléphone. On crée des applications. Le premier smartphone n'était pas très ergonomique, mais il était porteur de promesses gigantesques. On en est maintenant à des évolutions ultérieures qui le rendent un outil indispensable. Et avec les HoloLens 2, on a vraiment déjà un outil qui peut être utilisé en pratique courante au bloc opératoire. Et alors, si on se projette un peu à horizon 10 ans, 20 ans, votre grand fantasme par rapport à ces nouvelles technologies, ce serait quoi? Non, mais ces nouvelles technologies, elles sont porteurs d'une promesse incroyable. Et on a lancé, par exemple, une thèse de science dans notre laboratoire de recherche où on vient capter des images d'une intervention très fréquente en chirurgie de la main, qui est celle de libération du nerf médian au canal carpien. Eh bien, si par de multiples images qui sont captées par les caméras, on arrive à en faire une analyse par un algorithme d'intelligence artificielle, l'algorithme peut redonner des informations
à un bras robotisé qui potentiellement pourra faire l'acte chirurgical. C'est une intervention chirurgicale qui est sûre à 99%, même au-delà, mais dans 0,5% des cas, vous avez une variation anatomique qui la rend plus complexe, et l'algorithme d'intelligence artificielle, parce qu'il aura vu des millions et des millions de données chirurgicales, il pourra même, avant le cerveau du chirurgien, visualiser cette variation anatomique et prévenir la complication. Donc voilà.